Muchísimas gracias, María, por esta amable presentación. Gracias a la facultad por organizar este evento, por abrir la academia, por abrir la facultad para este tipo de eventos y de temas. Gracias también de manera, digamos, especial, María, a ti, por también permitir que esto ocurra. Como se ha dicho, la ponencia la haré en francés. Imagino que todo el mundo ya tiene la traducción. Los que no tienen, imagino que, bueno, entiendo que es porque no tienen dificultad en seguirlo en francés. Le français en Afrique, néocolonialisme linguistique, pouvoir et identité. Donc, le titre, bien qu'il peut sembler, on peut dire un peu provocateur, mais je crois qu'en l'analysant, on va tous comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous allons commencer par une question qui est simple. Et à chaque fois quand je fais une conférence sur ce genre de sujet, surtout quand on remet en question le français au niveau du continent africain, je crois qu'il est important de contextualiser de quoi on est en train de parler. Donc nous allons commencer par une question qui me semble simple en apparence, mais qui en réalité est profondément politique. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faut comprendre le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Le français en Afrique est-il un héritage neutre de l'histoire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-il un outil d'émancipation permettant l'accès à l'éducation, à la mobilité sociale, à l'espace international? C'est des questions qu'on se pose. Ou bien le français constitue-t-il de cette manière une structure de domination persistante, héritée dans ce cas de la période coloniale et toujours active, il faut le dire, sous d'autres formes au niveau du continent africain? Cette interrogation peut paraître inconfortable. Je disais tantôt que parfois quand on aborde ce sujet, ça semble un peu provocateur. Donc cette interrogation peut paraître inconfortable, car d'une manière ou d'une autre, elle oblige à dépasser les positions, on va dire, émotionnelles ou identitaires. Et ici, il ne s'agit pas, je crois qu'il est important aussi de le souligner, il ne s'agit pas d'attaquer la langue française en soi, ni de la célébrer. Il s'agit simplement d'analyser. Donc ce qu'on va faire au courant de la session, ça va être un peu l'analyse, puisqu'on est aussi dans un cadre académique. Je crois qu'il faut qu'on soit objectif dans ce qu'on va dire. Donc, il s'agit tout simplement de l'analyser. On va analyser le français. Et d'abord, il faut comprendre qu'une langue n'est jamais un simple instrument technique de communication. On est dans une faculté d'interprétation et je crois et de traduction. Et je crois que les gens qui sont ici présents peuvent comprendre de quoi je parle quand je dis que il faut comprendre qu'une langue n'est jamais simplement un instrument technique de communication. Parce que la langue organise l'accès au savoir, l'accès au pouvoir, elle structure les hiérarchies sociales, elle détermine aussi d'une manière ou d'une autre qui peut parler dans l'espace public et qui reste en marge. Dans ce cas, lorsqu'une langue devient la langue officielle, par exemple, d'un État, elle ne se contente pas de nommer seulement le monde. Sinon qu'elle contribue même à définir. Parce que la langue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contribue à définir le monde dans lequel on est. Et la question centrale dans cette conférence est donc la suivante. Peut-on réellement considérer le français en Afrique comme une langue neutre, alors même qu'il s'est composé, il s'est imposé dans un contexte colonial marqué par des rapports de domination? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut considérer le français dans le cadre des pays africains comme une langue neutre, en sachant réellement, dans le cadre dans lequel la langue est arrivée au continent? Et c'est à partir de cette tension entre héritage, opportunité et pouvoir que nous allons structurer notre réflexion au cours de cette session.
D'abord, ce titre contient déjà une thèse, de mon point de vue, qui est très implicite. Parler de langue, c'est immédiatement parler de pouvoir. Quand on parle de langue, on parle de pouvoir. Une langue n'est jamais un simple instrument neutre, il faut le comprendre, je crois, dès le départ, parce qu'elle structure, je le disais tantôt, l'accès au savoir, elle conditionne la reconnaissance sociale et elle définit aussi qui peut participer à l'espace public et en quelles conditions la personne peut participer à l'espace public. Donc, lorsqu'on parle du français en Afrique, on ne parle pas donc seulement d'un outil de communication hérité de l'histoire coloniale. On parle d'un héritage qui continue aujourd'hui à organiser les hiérarchies sociales, et les hiérarchies académiques et aussi au niveau politique. Alors, la question centrale qu'on peut se poser, la question de la neutralité ici de la langue, se situe comme une question centrale. Donc, peut-on considérer comme neutre la langue qui s'est imposée, comme je le disais tantôt, dans un contexte de domination coloniale? Peut-on dissocier, on se pose la question si on peut dissocier totalement la langue de l'histoire de son implantation au niveau du continent africain. Donc on va, si vous voulez, bouger un peu au niveau de toutes ces questions qu'on est en train de se poser pour essayer de les analyser petit à petit et pour comprendre. Bon, face à ces questions, il y a certains qui répondront que oui, le français est aujourd'hui une langue globale, une langue partagée, appropriée, même on peut dire, et transformée. Et d'autres souligneront cependant qu'il demeure la langue de l'administration, la langue du droit, la langue des élites, il faut le savoir aussi, et qu'il continue à structurer, si vous voulez, des inégalités profondes au niveau du continent africain et des sociétés africaines. Et justement, cette tension entre héritage, pouvoir et identité sera d'une manière ou d'une autre le fil conducteur de notre réflexion aussi. Donc, il est important de le dire, nous n'allons pas diaboliser le français, ni l'idéaliser en même temps, mais nous allons tout simplement l'analyser, comme je le disais tantôt, pour comprendre ce qu'il représente. Qu'est-ce que représente le français au niveau du continent africain, au niveau de l'Afrique. Et car derrière la question linguistique se cache toujours une question politique. Qui définit la norme et au bénéfice de qui? Je crois que ces deux questions aussi peuvent nous accompagner pendant notre réflexion. Pour commencer, je crois qu'il est important de comprendre l'impact du français au niveau du continent africain. Et pour comprendre cet impact en Afrique, je crois qu'il faut d'abord déconstruire une idée très persistante. Il y a une idée très persistante dans des études globaux, au niveau même du continent africain. Et c'est une idée d'une Afrique linguistiquement fragmentée, désorganisée ou culturellement inachevée avant la colonisation. Les gens ont tendance à penser qu'avant l'arrivée des langues en Afrique, les gens ne communiquaient pas en Afrique. Et ça, c'est une erreur. Parce que moi j'ai tendance, parce que quand on remet en question les langues coloniales au niveau du continent africain, les gens ont tendance à dire, si on enlève le français, comment les gens vont parler? Et moi, je me pose la question, avant l'arrivée du français, comment parlaient les gens? Les gens ne parlaient pas avec des signes. Et je crois que c'est important qu'on déconstruise cela. Cette idée qu'avant l'arrivée du français ou bien des langues coloniales, il n'y avait pas de langues en Afrique, je crois que la réalité au niveau du continent africain nous montre toute la différence. L'Afrique concentre en elle-même, disons, entre 2000 et 3000 langues, soit environ 30% des langues parlées dans le monde. Je crois que ça, c'est déjà une donnée qui est très importante. Ce chiffre seul devrait suffire, de mon point de vue, à montrer d'une manière ou d'une autre la densité culturelle du continent africain, surtout en termes linguistiques. Car la langue, dans ce cas, appartient à 4, on va dire, familles ou groupes linguistiques. Les langues parlées au niveau du continent africain. Et ce sont des langues qui sont structurées pour qu'on essaie de les comprendre. D'abord, on a le nigéro-congolais, l'afro-asiatique, le nilo-saharien et le khoisan. Ça, ce sont, on va dire, les 4
grands groupes linguistiques au niveau du continent africain et toutes les langues au niveau du continent africain dérivent de ces 4 groupes linguistiques pour qu'on essaye de le comprendre de cette manière. Donc, ceci veut dire que le multilinguisme, si vous voulez, au niveau du continent africain, n'était pas une exception en Afrique. C'était la norme. Ça a été la norme, c'est la norme aujourd'hui, et ceci, on peut le dire sans équivoque, que ça n'a pas changé au niveau du continent africain. Dans de nombreuses sociétés africaines, parler 2, 3 ou 4 langues faisait partie, disons, de la compétence sociale ordinaire des gens au niveau du continent africain. Et même aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de pays africains. D'ailleurs, personnellement, je ne connais pas un Africain qui soit monolingue. Je n'en connais pas. Minimum, au niveau du continent africain, les gens parlent 2 langues. Ça, c'est une réalité. Et quand je dis l'Afrique, là, je peux généraliser parce que parfois, moi, je suis de ceux qui pensent que quand on parle de l'Afrique, il ne faut pas toujours généraliser. Mais dans ce cas précis, je crois que si on regarde, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, ce que je dis, le monolingue, ça n'existe pas au niveau du continent africain. Au moins, moi, j'ai pas encore connu d'Africains qui soit monolingue. Donc, là, on est en train de parler d'un continent qui est développé en termes linguistiques. Il existait au niveau du continent africain des langues de commerce, des langues rituelles, des langues administratives et des langues familiales. Et c'est d'où on doit aussi comprendre l'importance de la langue quand on parle du continent africain. Autrement dit, la diversité au niveau du continent africain n'était pas, disons, synonyme de chaos. Il y a 3000 langues, entre 2000 et 3000 langues, mais ce n'est pas le chaos. Il faut qu'on le comprenne parce que ça aussi, les gens ont tendance à voir tout ce qui vient de l'Afrique comme du désordre, le chaos. Et ça, c'est aussi, il faut qu'on essaye un peu de déconstruire cette façon dont on a l'habitude de voir l'Afrique. Donc, ces langues n'étaient pas organisées en chaos, comme je le disais, elles étaient bien organisées et structurées. Je crois que ce point est essentiel, car la colonisation ne s'est pas implantée dans un vide linguistique, comme je le disais tantôt, comme on nous a fait croire aussi pendant très longtemps, sinon qu'elle s'est implantée dans un espace déjà structuré. Et maintenant, on va voir comment la langue coloniale, quand elle est arrivée dans un espace déjà structuré, comment elle s'est implantée. Et je crois que là, c'est aussi important de le souligner. Pour éviter toute abstraction, j'ai pris quelques exemples très précis. Je pourrais en prendre beaucoup, mais j'ai pris des exemples très précis pour qu'on essaye un peu de visualiser, d'avoir un visuel sur le sujet. Le Wolof, par exemple, c'est une langue qui est parlée au Sénégal, c'est une langue qui domine, elle est dominante au Sénégal, elle structure encore ce qu'on peut comprendre comme la vie sociale et la vie économique du pays. Le Bambara au Mali, c'est le même cas, elle est parlée par une majorité de la population et elle sert aussi, on va dire, de langue véhiculaire. Si vous allez à Bamako, à la capitale du Mali, ou si vous allez à Sissoko, partout où vous allez au Mali, c'est impossible de trouver quelqu'un qui ne parle pas Bambara. Donc là, on est face à une langue qui peut se structurer comme une langue nationale. D'ailleurs, on peut comprendre le Bambara comme une langue, disons, officielle, comme une langue officielle de l'État, malgré que la langue officielle soit le français, parce que c'est la langue que tout le monde parle au niveau du Mali. De même pour le Lingala. Le Lingala, c'est une langue qui se parle en République démocratique du Congo et en République du Congo. C'est une langue de communication urbaine, culturelle aussi, et notamment dans la musique, la rumba congolaise. Et pour ceux qui connaissent le Congo, quand vous écoutez la rumba congolaise, que ce soit Koffi Olomide, Fally Ipupa, vous essayez de comprendre la majorité des chansons qui sont en rumba congolaise, ils sont en lingala. Parfois ils mettent quelques petits mots en français, mais généralement c'est en lingala. Et cela n'empêche pas que ces chansons soient exportées au niveau international, bien qu'ils soient parlés en lingala. Et ensuite, on a le Hausa. Le Hausa, quant à elle, elle dépasse largement les frontières nationales. Elle est parlée par plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale, ainsi qu'une autre langue qui s'appelle le Fulani ou bien le Peul ou le Pulaar, qui est aussi une langue qui est parlée, on va dire, dans presque 15 pays africains. Un peu partout où vous allez en Afrique, vous trouvez des gens qui parlent le Peul. Et aussi le Swahili. Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Quand on essaye un peu d'évaluer en termes de population qui parle la langue, le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Elle se parle notamment dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Elle est utilisée comme une langue commerciale. Et d'ailleurs, le Swahili est arrivé comme une langue commerciale et qui articule un peu, disons, toute la partie de la côte est du continent africain. Et d'ailleurs, le Swahili est une des langues officielles de travail au niveau de l'Union africaine. Donc, je crois que là, on peut aussi voir le poids que cette langue a. Et toutes ces langues n'étaient pas des dialectes marginaux. Ça, c'est aussi quelque chose une erreur qu'on a tendance à commettre. Quand on veut faire référence aux langues africaines, on parle de dialectes. Non. Là, on est face à des langues. Et je crois que c'est important de changer aussi la façon dont la façon dont on nomme les choses. Moi, j'ai tendance à écouter des gens qui parlent des langues africaines, ils disent des dialectes. Non, on est face à des langues, et comme on peut voir, des langues qui sont structurées, et plus tard, pendant la session, vous allez pouvoir le constater. Donc là, on est face à des langues qui organisaient le commerce, je le disais, la diplomatie, les échanges religieux, et les structures politiques aussi au niveau du continent africain. Donc, il existait aussi des littératures orales très sophistiquées, des traductions juridiques, des chroniques historiques transmises aussi de génération en génération. Donc, lorsque la France arrive, ou la colonisation d'une manière générale, elle ne découvre pas un espace linguistique informe. Elle entre dans un univers dense et déjà hiérarchisé, parce que même au niveau des langues africaines, on trouve des langues selon aussi les hiérarchies. Et non seulement hiérarchisées, mais déjà fonctionnelles. Donc quand le français arrive, ça trouve qu'il y a déjà une structure, il y a déjà une hiérarchie, et ça trouve aussi que ces langues sont fonctionnelles pour les sociétés africaines. Ce que la colonisation introduit, ce n'est pas seulement la langue en soi. La colonisation, ce qu'elle introduit, c'est la hiérarchie des langues. Et je crois que c'est à partir de là qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, dans un territoire, vous colonisez, non seulement vous colonisez, sinon vous imposez une hiérarchie des langues. Dans cette hiérarchie des langues, comme on va voir, le français dominant. Là, on va le voir. Une des justifications aussi historiques de la mission qu'on a appelée pendant longtemps la mission civilisatrice européenne reposait surtout sur une affirmation simple. L'Afrique n'aurait pas connu l'écriture. Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement écouté parce qu'on a tendance à dire la littérature africaine, c'est une littérature orale. Mais quand on te dit que la littérature africaine, c'est seulement une littérature orale, ce qu'on est en train de te dire d'une manière indirecte, c'est que ces gens ne savaient pas écrire. Et ça, pendant longtemps, on a cru, disons, à ce récit qui nous disait, disons, que l'Afrique n'aurait pas connu l'écriture. Et cette idée, de mon point de vue, a marqué des imaginaires, a marqué des générations au niveau de l'Occident, et elle a servi aussi à légitimer ce qu'on appelle la domination coloniale, surtout au niveau des langues. Or, si on essaye un peu de regarder la structure des pays africains, des langues, des écritures, on essaye de regarder l'histoire, on voit que, disons, cette affirmation comme quoi l'Afrique, la littérature africaine, elle est seulement orale, est fausse. On peut voir ça facilement. L'Afrique n'était pas un continent sans écriture, je crois qu'il est important de le souligner, elle était un continent au système d'écriture pluriel, parfois différent des standards européens, oui ça c'est vrai, différent des standards des écritures européennes, mais parfaitement fonctionnel.
il existait des manuscrits au niveau du continent africain, des manuscrits d'ailleurs très historiques, très anciens. On peut citer les fameux manuscrits de Tombouctou, au niveau du nord de Mali, une ville vraiment ancienne. Les fameux manuscrits de Tombouctou, je vous recommande pour ceux qui veulent. Actuellement, il y a un projet de digitalisation. On est en train de digitaliser les manuscrits de Tombouctou. Vous pouvez le trouver, je crois, sur Google, si vous le cherchez par ce nom. Et c'est digitalisé, aussi traduit dans plusieurs langues, ces manuscrits de Tombouctou. On retrouvait aussi des archives religieuses, des chroniques historiques et des correspondances diplomatiques. Donc, la colonisation n'a donc pas introduit, une fois de plus, l'écriture au niveau du continent africain, sinon qu'elle a imposé d'une manière ou d'une autre une écriture dominante. Et en même temps, en marginalisant évidemment les autres écritures qui se retrouvaient au niveau du continent africain. Et je crois que comprendre cela, de mon point de vue, est fondamental, surtout quand on a une approche, quand on veut essayer de comprendre un peu en termes linguistiques ou bien en termes des écrits au niveau du continent africain. Le pouvoir colonial ne s'est pas, disons, contenté dans ce sens d'occuper seulement des territoires, sinon qu'il a redéfini ce qui comptait comme savoir légitime. Et je crois que ça aussi c'est important. Ce que le pouvoir colonial a fait, c'est redéfinir qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut entendre, ou considérer comme savoir légitime. Et de mon point de vue, c'est là le véritable problème quand on veut aborder cette question. Voici par exemple, disons un exemple très clair, le dièse, qui est une langue sémitique, ancienne, utilisée au niveau de la Corne de l'Afrique depuis plus de 15 siècles. Quand on dit depuis plus de 15 siècles, vous pouvez déjà faire des numéros et vous verrez que la colonisation n'était pas encore arrivée au niveau du continent africain, parce qu'on a tendance à croire que quelque chose commence à exister à partir du moment où l'homme blanc pose l'œil sur ça. Donc il y a aussi disons, un mythe qui dit que René Caillé, c'est un Français, que c'est René Caillé qui a découvert Tombouctou. Il faut comprendre, Tombouctou c'est une ville millénaire. René Caillé, à l'époque, quand tu n'arrivais pas à avoir le baccalauréat, on t'envoyait dans des endroits lointains. Et je crois que le mérite de René Caillé, c'est le fait d'être le premier homme blanc à arriver à Tombouctou et sortir vivant, parce que évidemment à cause du climat et tout. Et à partir de ce moment, on a dit que c'est René Caillé qui a découvert Tombouctou. Donc vous voyez un peu que même même en mettant un peu la vision dans ce sens, on peut comprendre que les choses commencent à exister à partir du moment où l'homme blanc pose son œil sur ça. Et ça, je crois que c'est des choses qu'on doit aussi démythifier. Donc, le dièse possède son propre système d'écriture alpha-syllabique, encore utilisé aujourd'hui dans, par exemple, la liturgie, surtout au niveau de l'Éthiopie. Et les manuscrits, par exemple, que vous voyez là derrière, témoignent donc d'une tradition intellectuelle bien élaborée, des textes religieux, des chroniques royales, des traductions théologiques, et aussi des correspondances entre sociétés. Nous sommes ici, comme vous voyez, face à une culture très structurée, autonome et antérieure à toute présence coloniale au niveau du continent africain. L'existence même du dièse démontre que l'Afrique ne dépendait pas, disons, de l'Europe pour produire du savoir écrit. Et lorsque le discours colonial, disons, prétendait apporter l'écriture en Afrique, ce qu'il faisait, c'est tout simplement invisibiliser, disons, volontairement ces traditions écrites qu'il y avait au niveau du continent africain. Et ce mécanisme d'invisibilisation, de mon point de vue, est essentiel pour qu'on le comprenne, puisque ce qui n'est pas reconnu comme écriture peut être déclaré inexistant. Et ce qui est déclaré inexistant peut être remplacé, disons, sans scrupule. Et c'est ce qui a été fait pendant longtemps au niveau du continent africain. Nous avons aussi le Nsibidi, qui est un système graphique développé dans ce sens dans la région du sud-est, du Nigeria et de l'ouest du Cameroun.
il ne s'agit pas ici d'un alphabet, mais d'un système idéographique composé de centaines de symboles. Et ces signes servaient à transmettre par exemple des messages politiques, des messages juridiques et aussi des communications au niveau de la société. Et dans certaines sociétés initiatiques, on utilisait l'incividi pour communiquer, disons, des décisions judiciaires par exemple, ou des accords commerciaux. Pour que vous ayez une idée, au niveau du continent africain, on a tendance à dire que la vie en société au niveau du continent africain est une vie communautaire. Donc quand il y avait des litiges, les litiges on trouvait des solutions au niveau de la communauté. Et le CBD, dans ce sens, servait, quand il y avait par exemple des décisions judiciaires à passer, au sein de la communauté, on utilisait ce système d'écriture. Et comme vous voyez là, nous ne sommes donc pas face à une culture exclusivement orale, comme on a tendance à le dire, mais face à une autre conception de l'écriture, qui est complètement différente de ce qu'on peut sous-entendre ou bien ce qu'on peut comprendre comme l'alphabet, disons, européen ou bien des différentes langues européennes. Et le problème, une fois de plus, n'est pas l'absence de l'écriture au niveau du continent africain. Le problème est que l'Europe ne reconnaissait comme écriture légitime que l'écriture alphabétique occidentale. Et c'est, disons, c'est à ce point qu'on a un problème, parce que quand on vient, on trouve quelque chose qui est différent de ce qu'on connaissait ou bien de ce qu'on veut imposer. À partir de ce moment, cette hiérarchisation fait en sorte que on essaie un peu de délégitimer ce qu'on a trouvé dans ce cas. Des écritures qu'on a trouvées au niveau du continent africain. Et ce qui ne correspondait pas dans ce sens à ce modèle, disons au modèle européen, était considéré comme primitif ou décoratif. Je me souviens, j'ai montré une fois une écriture de la communauté Bamoun au Cameroun, une écriture d'ailleurs qui a été interdite pendant la colonisation française au Cameroun. Maintenant, elle reste seulement dans les archives, dans les musées, parce que peu de gens l'utilisent. Et je me souviens avoir montré à quelqu'un du monde de la littérature en France. Et il me disait que c'était juste des dessins que les gens faisaient, comme ça, que ça n'avait aucun sens. Et ça montre aussi jusqu'à quel point tout ce qui vient de l'Afrique, on a tendance à le minimiser, on a tendance à infantiliser, parce qu'on est arrivé jusqu'au point d'infantiliser tout ce qui se crée au niveau du continent africain. Et là, nous avons aussi le Nko. C'est en 1949, par exemple, qu'un intellectuel guinéen, Solomana Kanté, crée ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'alphabet Nko pour transcrire la langue mandingue. La langue mandingue, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Mali. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi créer, disons, un alphabet au XXe siècle. Et précisément, lui, il l'a fait parce qu'il voulait justement démontrer que les langues africaines n'étaient ni incapables d'abstraction, ni inférieures. Et là, on voit dans cette démarche que l'Nko est donc considéré, disons, comme un acte politique, parce que quand il fait ça, c'est comme un acte, on va dire, de résistance politique. Et puisque c'est une réponse directe qu'il donne à cette idée coloniale selon laquelle seule la langue européenne serait, de mon point de vue, la manière dont on a toujours considéré, porteuse de modernité. Ici, on voit que l'écriture devient un outil de résistance, comme je le disais, un outil de résistance symbolique. Et ça a toujours été au niveau du continent africain. Si aujourd'hui en Afrique, les gens continuent à parler leur langue, c'est parce qu'il y a eu une résistance. Parce que la colonisation a voulu vraiment effacer complètement ces langues. Vous pouvez prendre le cas de l'Amérique latine. En Amérique latine, il reste très peu de langues, disons, autochtones. Presque tout le monde parle espagnol. Si ce n'est pas espagnol, c'est le portugais brésilien que les gens parlent. Mais les langues locaux
ont vraiment, les langues locales, pardon, ont vraiment été effacées. Il reste seulement quelques peu de langues parlées par des populations autochtones dans cette partie du monde. Et avec, disons, le fait que l'écriture devient un outil de résistance symbolique, cela montre aussi que, disons, la question linguistique ne disparaît pas avec la colonisation, sinon qu'elle se transforme en disons, un enjeu identitaire pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, le débat au niveau du continent africain, c'est, disons, à partir de ce prisme identitaire, quand les gens parlent avec fierté de leur langue, ouais, ils le font, disons, de ce point de vue-là, identitaire, parfois émotionnel, et je comprends que les gens, disons, arrivent à ce point-là, mais je crois qu'il est important de comprendre le caractère identitaire que les gens utilisent quand ils veulent revendiquer, dans ce sens, leur langue face à la colonisation. Donc, nous arrivons ici à un point fondamental de la session. Donc, la colonisation française n'a pas introduit, comme je le disais, la langue dans un désert culturel, sinon qu'elle a introduit une hiérarchie des langues. Et le français, dans ce sens, devient la langue du pouvoir, la langue de l'administration, la langue de l'école et la langue du droit. Pour que vous ayez une idée, en Afrique, il a toujours existé, disons, la source du droit africain. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique, aucun pays africain ne tire, disons, sa source du droit africain. C'est le droit romain qui persiste au niveau du continent africain. Que ce soit des pays francophones ou bien des pays anglophones, c'est le droit romain. Mais il y avait une structure de source du droit africain. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, disons, comme une espèce une sorte de revendication aussi dans ce sens, et les gens sont petit à petit en train de revenir, si vous voulez, vers la source du droit africain. Donc, quand le français arrive, il fait comme les autres langues coloniales, ça devient évidemment la langue du pouvoir, la langue de l'administration, la langue de l'école et la langue du droit. Les langues africaines, quant à elles, elles sont reléguées, dans ce sens, dans le sphère domestique, dans le sphère informelle, et parfois honteuses. Donc, ce processus n'est pas seulement linguistique. Il faut comprendre que quand on déplace ta langue, ce processus aussi, il est psychologique. Et il faut le comprendre aussi du point de vue psychologique. Puisque lorsque la langue de votre mère n'a aucune valeur institutionnelle, c'est toute votre mémoire collective qui est figée, qui est fragilisée, pardon. En Afrique, on a tendance à dire que quand un ancien ou une ancienne meurt, c'est comme si c'est toute une bibliothèque qui s'est brûlée. Ça démontre, disons, le poids qu'on a de l'histoire, du passé, des anciens. Donc ici, quand on dit que petit à petit, on fait disparaître votre langue, ça veut dire que psychologiquement, on vous anéantit, vous n'existez pas. Et c'est donc ce que la langue, disons, coloniale a fait au niveau du continent africain. Et c'est précisément, disons, quand, du point de vue collectif, vous êtes fragilisé parce que votre mémoire n'existe que dans la langue coloniale, c'est précisément à ce moment que la langue devient donc, disons, un instrument de domination durable. Parce que si on parle du niveau psychologique, c'est quelque chose qui dure au niveau du temps. Donc, qu'est-ce que l'école coloniale fait? Parce que je crois que si on parle de la langue, on est obligé forcément de parler du rôle de l'école coloniale. L'école coloniale est donc, disons, le principal instrument de transformation linguistique. C'est à l'école qu'on fait le tri de la société. Donc, dans de nombreux territoires, par exemple, sous administration française, et j'ose dire sous administration coloniale, dans ce cas on est en train de parler du français, sous administration française, l'usage des langues locales à l'école est interdit. Les élèves
pouvaient être punis pour avoir parlé leur langue. Et moi, je me souviens, quand j'étais à l'école au Cameroun, moi je suis du Cameroun, on avait honte de parler notre langue. Je me souviens quand mes cousins venaient, ils te parlaient la langue à l'école, tu voulais rien savoir. Tu voulais parler français, parce que parler français, ça donne comme une espèce je sais pas, de pouvoir. Ça te donne un autre statut, parler le français, si vous voulez. Donc, ce qui fait que parler ta propre langue faisait honte. Je me souviens pendant longtemps, et c'est quelque chose que j'ai eu à déconstruire une fois en Europe. Quand j'ai commencé à comprendre réellement l'usage de ce qu'on appelle en géopolitique le soft power. Comment on a utilisé psychologiquement tous ces instruments du pouvoir colonial pour pouvoir coloniser nos esprits. Donc, à partir de ce moment, moi je dis toujours, j'ai eu un processus de décolonisation mentale une fois ici en Europe, mais en Afrique, je vous le dis, jusqu'à présent, il y a des gens, quand ils parlent français, ils ont tendance à regarder les gens. Des gens, on sait que, vous allez me pardonner s'il y a des Français ici dans la salle. En Afrique, on a tendance à entendre que les Français, ils ont cette manière hautaine, disons, de voir les gens. Et en Afrique, plus, davantage. Donc, et là, la personne qui parle français, il devient français, automatiquement. Donc, il adopte aussi cette façon de faire vis-à-vis, par exemple, des gens qui ne parlent pas la langue. Et là, disons, ce qu'on veut transmettre, ou bien si vous voulez, et là, le message était clair quand on vous fait comprendre cela, non? La langue africaine appartenait au passé, et la langue française incarnait la modernité. Comme je le disais tantôt, c'est chouette de parler le français quand quelqu'un parle le français. Mais dans tout cela, l'objectif n'était pas d'éduquer massivement la population à parler le français. Et ça aussi, c'est où on doit comprendre aussi, disons, la manière banale de l'implantation de français au niveau de l'Afrique. Parce que comme je le disais, l'objectif n'était pas d'éduquer massivement la population, sinon que l'objectif était de former une élite très restreinte. Quand on parle de l'élite noire, c'est Frantz Fanon qui disait peau noire, masque blanche. Peau noire, masque blanche, masque blanc, pardon. C'est un livre de Frantz Fanon que je vous recommande. Il y a aussi sa version en espagnol, Piel negra, máscara blanca. Et c'est un livre qui parle aussi de ce processus-là, ce processus de se franciser, si vous voulez, de cette manière. Donc l'objectif, c'était de créer une élite qui parle français, une élite restreinte, une élite capable de servir l'administration coloniale, surtout quand la colonie s'en va. Parce qu'en Afrique, la colonie est partie, mais en même temps, elle est restée. Au niveau des accords coloniaux, au niveau des propres Africains francisés qui disons, ont pris l'administration. Le français devient ainsi un filtre social, un moyen, si vous voulez, de tri au niveau de la société. Ceux qui le maîtrisent accèdent directement au pouvoir et ceux qui ne le maîtrisent pas restent, on va dire, en marche. Donc la langue, dans ce cas, cesse d'être un outil de communication et elle devient un instrument de sélection au sein même de la société africaine. Et la domination linguistique ne s'arrête pas au niveau de l'école, ça aussi il faut le comprendre. Elle s'institutionnalise dans l'administration, surtout au niveau de l'administration, c'est où il y a vraiment le véritable problème. Puisque le français devient la seule langue du droit, la langue du contrat, la langue des tribunaux et la langue des archives. Ça veut dire que si tu veux accéder à la mémoire, tu dois automatiquement parler français. À la mémoire de l'histoire, à la mémoire collective, si vous voulez, à la mémoire de la société. Il faut que tu parles français. Donc, dans des pays comme le Sénégal, le Mali,
la Côte d'Ivoire et même le Cameroun et beaucoup de pays africains, cette situation perdure aussi aujourd'hui. Surtout parce qu'au départ, on se disait, après les indépendances, ça va changer, mais elle perdure aujourd'hui dans tous ces pays-là. Et cela signifie qu'une grande partie de la population ne comprend pas, disons pleinement, les documents qui régissent sa propre citoyenneté. Vous arrivez au Sénégal ou au Mali, où les gens ne parlent que Bambara, ou bien les gens ne parlent que le Wolof. S'il veut un casier judiciaire, ça doit être en français. S'il veut, disons, un livret de famille, ça doit être en français. S'il veut son certificat de naissance, ça doit être en français. En fait, tous les documents sont en français dans ces pays-là. Et c'est un peu, si vous voulez, je peux prendre l'exemple ici en Espagne. Imaginez un peu un instant que tous vos documents administratifs soient en allemand et que tout le monde ici parle espagnol. Il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est le cas dans beaucoup de pays africains pour que vous essayiez de comprendre. Donc, la langue officielle n'étant pas la langue majoritaire, il s'installe alors une fracture qu'on comprend et qu'on a tendance à nommer comme une fracture silencieuse. Ça veut dire que la langue du peuple n'est pas la langue de l'État. L'État a sa langue et le peuple a sa langue. Et on voit qu'il y a un problème au niveau de la société, des sociétés généralement qui fonctionnent comme ça. Et cette fracture produit une dépendance structurelle, disons, envers ceux qui maîtrisent le français. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Qu'est-ce qui se passe au Mali ou bien au Congo? C'est que ceux qui parlent français se moquent de ceux qui ne le parlent pas. Et écoutez, si vous ne parlez pas français ou une langue coloniale, vous êtes illettré. C'est comme ça qu'on les appelle, des illettrés. Donc ça veut dire que pour accéder à l'administration, vous êtes obligé de chercher quelqu'un qui maîtrise le français pour qu'il vous accompagne. Et là, on crée des sociétés, disons, des sociétés où il y a l'inégalité. Et ça se voit dans beaucoup de pays africains. Et ce phénomène, évidemment, il a un nom, sociolinguistiquement parlant, on l'appelle de la diglossie, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire quand on a deux langues qui coexistent dans un même espace, mais elles n'ont pas le même statut. Comme c'est le cas par exemple du français ou bien de l'anglais. Là, on est en train de parler du français, on peut extrapoler cela à l'anglais, dans beaucoup de pays anglophones au niveau du continent africain, ou bien à l'espagnol en Guinée équatoriale, du portugais dans les pays lusophones. Donc, on voit qu'il y a des langues qui coexistent, mais elles n'ont pas le même statut. Donc, la langue locale, elle est utilisée surtout dans le sphère intime, au niveau de la maison, et il fut un moment même où les familles, surtout les jeunes, c'est les jeunes qui faisaient ça. Quand ils avaient leurs enfants, ils leur parlaient exclusivement en français, même au niveau de la maison. Parce que quoi? Parce que ça fait moderne. Et on le voyait. Petit à petit, c'est vrai que cela, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, la décolonisation mentale qui est en train d'arriver dans beaucoup d'espaces au niveau du continent africain, c'est en train de changer. Mais il fut un moment où des jeunes ne parlaient à leurs enfants qu'en français ou bien en langue coloniale, et ça crée aussi, disons, des fossés entre les anciens et la nouvelle génération, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Si les jeunes générations ne parlent qu'en français et les anciens ne parlent qu'en langue locale, vous voyez qu'il y a un fossé qui se crée. Donc, le français, dans ce sens, domine l'espace officiel, académique et économique, et progressivement, cette hiérarchie est intériorisée, disons, même au sein de la propre population. Ce qui fait que parler français sans accent devient un signe de distinction. Comme je suis en train de parler, ça, c'est pas mon accent. Ça, vous pouvez le comprendre. Si je parlais avec un Camerounais ou bien avec un Sénégalais, c'est un tout autre accent qui va sortir. C'est vrai que je le fais pour
la traduction pour aussi, disons que les gens puissent comprendre. Et ceci ne veut pas dire que le français africain ne se comprend pas en France, ou bien ne se comprend pas parmi les gens qui parlent français. C'est juste une façon de sophistiquer, ou je ne sais pas. Parce que je peux changer et on peut faire un essai pour voir comment ça sonne. Mais bon, on n'a pas assez de temps. Donc, à l'inverse, comme je le disais, parler uniquement sa langue maternelle était perçue comme un manque d'éducation. Vous voyez jusqu'à quel point on arrive, que quand tu parles ta langue maternelle, ça se voit comme un manque d'éducation, surtout dans l'espace public. Il faut le parler à la maison, c'est le seul endroit où tu peux parler ta langue maternelle. Au Sénégal, par exemple, moins de 30% de la population parle français couramment. Ça veut dire quoi? Que 70% de la population sénégalaise ne parle pas français. Mais le français est la langue officielle au niveau du Sénégal. Donc, et 100% des documents administratifs, je dis 100% des documents administratifs au niveau du Sénégal sont en français. Comment on peut expliquer, disons, un tel phénomène au niveau, disons, du continent africain? C'est pourquoi au départ, je vous ai dit que la session va être pour analyser. Après la conclusion, chacun peut tirer sa conclusion. On est dans un espace académique, mais c'est important qu'on ait tous ces éléments pour pouvoir, disons, analyser avec objectivité, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Et ce mécanisme qui perdure au niveau du continent africain, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique. Et quand on parle de la violence symbolique, on parle d'une domination qui ne se présente pas comme telle, mais qui est acceptée comme, disons, d'une manière naturelle. Le truc de la langue. Vous arrivez au Sénégal, vous arrivez au Cameroun, vous arrivez dans n'importe quel pays où il y a une langue coloniale, les gens ne se posent pas la question. Et il y a des gens qui croient que l'État ou bien la communauté est née avec ce français-là. Il y a des gens qui, évidemment, il y a l'histoire de la colonisation qui est enseignée et tout, mais il y a des gens qui le voient comme quelque chose de naturel. On est arrivé jusqu'à naturaliser disons, cette façon de cohabiter ou coexister avec la domination de cette langue-là. Et c'est précisément, disons, ce caractère invisible qui rend la domination linguistique si durable dans les sociétés africaines, puisque les gens ne se posent pas des questions. C'est vrai qu'il y a un débat qui est ouvert dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, et ça débat ouvertement. Je crois que ça, c'est déjà un pas assez important. Mais, comme je le disais, ce système de domination est en train de perdurer parce que pendant longtemps, les gens ne se sont pas posé la question, puisque c'est quelque chose qu'on a vu comme d'une manière naturelle au niveau de ces pays-là. Donc aujourd'hui, le centre démographique, si vous voulez, du français n'est plus l'Europe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça dépend. Après, on va voir à la fin avec les conclusions, mais il est important de le souligner. La ville, disons, du monde où on parle le plus français, c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Et même la République démocratique du Congo, c'est l'un des pays, sinon le pays au monde où on parle plus français. Donc, ce n'est pas la France, ni le Canada, ni la Belgique. Donc, aujourd'hui, le centre de gravité, si vous voulez, du français, il est en Afrique. Et selon les données de l'Organisation internationale de la francophonie, environ 167 millions de locuteurs du français vivent sur le continent africain. Moi, je crois que c'est un peu plus, mais bon, 167 millions, c'est chiffre officiel. Et d'ici 2050, près de 80% de francophones dans le monde seront africains. Quand on parle de démographie concernant le continent africain, il y a toujours une peur au niveau de l'Europe. Cette histoire que l'Afrique va envahir l'Europe. Il va y avoir un remplacement des Blancs, les Noirs vont venir ici, ou bien les gens d'autres couleurs vont venir ici. C'est pas, au fait, je le dis un peu comme ça, de cette manière, mais c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Le grand remplacement, c'est quelque chose qu'on écoute, on voit même dans les médias, il y a des politiciens qui en parlent ouvertement.
Et moi, ça me rappelle, disons, les années 30 du XXe siècle, où c'était les Juifs, où on parlait de attention, les Juifs et tout, et on sait à quoi ça nous a mené. Aujourd'hui, on écoute, disons, d'une manière décomplexée, on écoute des gens dire et parler du grand remplacement. En France, par exemple, l'un des livres les plus vendus, c'est le livre de Michel Houellebecq, Soumission. Le titre du livre, Soumission, où il faisait des trucs, il parlait d'une hypothétique France où il y aura des mosquées un peu partout, des gens, des appels à la prière un peu partout, du chaos et tout. Et c'est le livre le plus vendu en France, de l'histoire, on peut dire. Vous voyez jusqu'à quel point on arrive, disons, avec cette schizophrénie, si vous voulez, avec nos sociétés qui sont de plus en plus malades, et on voit des gens qui ouvertement parlent de ces sujets, hein, que ce soit sur l'immigration, que ce soit aussi sur l'islamophobie, qui n'arrête pas d'être croissant au niveau, disons, de l'Europe. Et il n'y a aucun pays en Europe qu'on peut dire, voilà, c'est presque tous les pays au niveau de l'Europe, non? Donc, revenons à notre sujet. Quand je parle, disons, que d'ici 2050, 80% des francophones dans le monde seront africains, je disais que quand on parle de la démographie africaine, on a tendance à voir cet envahissement des Africains au niveau de l'Europe. Mais pour que vous ayez une idée, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, on est en train de parler d'un continent d'1,5 milliard d'habitants, dans 30 millions de kilomètres carrés. Si on compare la population de l'Afrique à la population de l'Inde, l'Inde c'est le pays le plus peuplé au monde actuellement. Donc là, on est face à un continent dont la population n'atteint même pas celle de l'Inde, qui est un pays, et que l'Inde, en matière de superficie, est, disons, 6 fois plus petit. Les données m'échappent, mais je crois 6 ou 10 fois plus petit que l'Afrique en termes de superficie. Mais quand on nous présente la démographie africaine, on nous présente une démographie explosive. Disons, il y a quelqu'un qui est arrivé jusqu'à me dire que la cause du changement climatique, c'est parce que les femmes africaines, elles ont beaucoup d'enfants. Donc pour que vous voyez à quel point parfois on peut arriver avec des analyses qui vraiment sont incroyables. Donc on revient à notre sujet. Cette donnée de la francophonie, de mon point de vue, est essentielle dans le sens où elle signifie que la langue française n'est plus seulement, disons, une langue européenne exportée. Il y a une vision, disons, au niveau du continent africain qui voit aussi la langue de cette manière-là. Elle devient majoritairement une langue africaine dans sa démographie. Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement que le pouvoir symbolique de la langue a changé de centre. Parce que bien que la République démocratique du Congo soit le pays où on parle plus de français, le centre où tout se décide quand on parle de la francophonie, c'est la France. Pour qu'on essaye un peu de se faire une idée. Donc, c'est pas parce que, disons, au niveau démographique, l'Afrique passe devant, en termes de population qui parle français, que, disons, le pouvoir symbolique a changé de centre. Et c'est toute l'ambiguïté disons, contemporain, si on peut le voir de cette manière-là. Après les indépendances, par exemple, le français dans beaucoup de pays africains, comme on avait pensé, ne disparaît pas. Il se réorganise autour d'une structure internationale qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Officiellement, il s'agit d'un espace de coopération culturelle et linguistique. Officiellement. Mais dans les faits, c'est aussi un instrument d'influence. La francophonie, celui qui pense que la francophonie, on a créé la francophonie à cause des beaux yeux des Africains, parce qu'on a envie d'une relation avec l'Afrique et tout, il se trompe.
la francophonie, c'est vrai, officiellement, on dit ce que je viens de dire, c'est un espace de coopération culturelle et linguistique, oui. Mais comme je le dis, dans le fait, c'est aussi un instrument d'influence parce que le français permet de maintenir des réseaux universitaires, diplomatiques, économiques et parfois militaires. C'est important de le souligner. Donc là, nous sommes ici dans ce que l'on appelle en géopolitique un élément de soft power, el poder blando. Donc, pour qu'on essaye un peu de comprendre. Donc, on parle d'une capacité qui, ne passe pas par la contrainte, directe, mais par l'attraction culturelle et institutionnelle. On crée des institutions où c'est pas un pouvoir dur, où on vous impose, évidemment on impose, mais on impose d'une manière indirecte. Et ça passe plus facilement, si vous voulez. La pilule passe plus facilement. Et comme j'ai cité l'Organisation internationale de la francophonie, l'Espagne a aussi son instrument de soft power qui s'appelle Instituto Cervantes. C'est la même chose qu'ils font. Et actuellement, il y a aussi une riée au niveau du continent africain parce que tout le monde doit parler aussi espagnol. Pas seulement dans les pays, ex-colonies françaises, espagnoles comme la Guinée équatoriale, sinon dans ce que l'Espagne comprend comme son champ stratégique. Il y a un livre qui s'intitule le plan, je crois que c'est le plan Africa. Si, plan Africa. Et dans ce livre, il y a un dessin du continent africain où il y a des zones qui sont dessinées, où on dit il y a des zones stratégiques, des zones pivots et tout ça. C'est l'idée qu'on a de cette Afrique-là, où on peut mettre la carte de l'Afrique, comme on a fait en 1885 à la conférence de Berlin, où on divise le continent africain, chacun prend sa partie, et, sans la présence des Africains. Donc, dans ce plan-là, c'est ce qu'on a aussi fait au niveau de l'Espagne. Donc, je disais que l'Espagne a l'Institut Cervantes, le Portugal a l'Institut, je crois, Camões, comme ça s'appelle, l'Allemagne, je crois que c'est Goethe, Institut Goethe, et la Chine, Confucius. Donc vous voyez, chaque pays, si vous voyez, a sa part d'éléments de soft power, là où il s'implante dans des différents pays. C'est seulement un centre qui est là-bas, Centre culturel français. Écoutez, je n'ai rien contre le Centre culturel français, je crois qu'il est important de le dire, mais c'est important qu'on aborde ces sujets, pour qu'on essaye de voir, parce que ce ne sont pas des simples instruments qui sont là, sinon c'est des instruments qui sont façonnés. En plus, elles dépendent directement des différents ministères des Affaires étrangères. Si vous voyez, dans chaque pays qui veut, exporter cette culture de soft power au niveau de la culture, ils ont toujours un département au niveau du ministère des Affaires étrangères qui, se charge de ces questions-là. Donc, dans ces cas, on voit que l'objectif veut que la domination ne soit plus frontale, sinon qu'elle devienne une domination structurelle pour être acceptée sans même se rendre compte. Les gens, quand vous voyez Confucius ici en Espagne, ça ne gêne personne. Ça ne devrait gêner personne. On est bien d'accord. Quand vous voyez le centre culturel français, ça ne gêne personne. Et comme ça, même au niveau de l'Afrique. Donc c'est comme ça qu'on va implanter tous ces... La seule différence, c'est qu'en Afrique, ça ne respecte rien. Ouais, ça ne respecte rien. Ici, au moins, tous ces centres-là, quand ils sont, il y a des normes qu'on doit appliquer et tout. Et ça s'applique à beaucoup de choses qui se passent au niveau du continent africain. On a tendance à parler aussi de la considération de l'Afrique comme une espèce de musée à ciel ouvert, là où tout le monde va, il se fait des selfies avec des enfants africains sans demander la permission de leurs parents. Ils mettent ça sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a ce qu'on appelle le droit de l'enfant, qui est reconnu par les Nations Unies. Mais le droit de l'enfant, on ne le reconnaît qu'ici. C'est parfois, ceci renvoie parfois à se poser la question de savoir est-ce qu'on considère les gens qui sont de l'autre côté comme des humains.
Parce que c'est la question qu'on doit se poser. Parce que s'il y a un instrument juridique du point de vue international, comme le droit de l'enfant, le droit à l'intimité de l'enfance, et toute personne qui va faire un volontariat ou bien un bénévolat au niveau du continent africain, il a toujours sa photo qu'il va faire avec un enfant africain. Vous voyez jusqu'à quel point on a aussi banalisé ces trucs. Donc ça veut dire que le droit fonctionne ou bien les normes fonctionnent. Ici, c'est pourquoi je disais, ces institutions, quand ils sont au niveau du continent africain, ils ne respectent pas ce qu'ils respectent ici. Moi, je ne peux pas sortir actuellement dans les rues ici, à Grenade. Je vois une maman ou bien un papa avec son enfant dans la poussette. Je me mets à côté, je fais une photo avec lui. Mais on m'enferme directement. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce qui se fait au niveau du continent africain pour qu'on essaye un peu de comprendre tout cela. Donc on va continuer. Après les indépendances, la majorité des États africains francophones ont choisi de conserver le français, disons, comme langue officielle. Et par rapport à ça, il y a, disons, 3 arguments principaux qui sont avancés par les différents pays pour justifier leur choix. Le premier argument est celui de la neutralité ethnique. L'idée était la suivante. Donc, dans des pays où coexistent, disons, de nombreuses langues, choisir l'une de ces langues comme langue officielle aurait favorisé, disons, un groupe ethnique au détriment des autres. Et donc, le français étant une langue extérieure, serait une langue neutre. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Même aujourd'hui, il y a des gens qui avancent ces arguments. Malgré le fait, disons que cet argument, si tu le comprends, tu essaies un peu de raisonner, on peut dire que, voilà, elle paraît pragmatique, cet argument, on peut le dire. Mais il repose aussi sur une question d'illusion, de mon point de vue, parce que le français n'a jamais été neutre. C'est pas neutre au niveau du continent africain, je crois que vous l'avez aussi vu jusqu'à présent. Il est historiquement associé à une élite urbaine, scolarisée, souvent concentrée dans la capitale et dans les grandes villes. Donc en réalité, le français n'a pas supprimé les hiérarchies au niveau du continent africain, il en a créé de nouvelles, fondées sur l'accès à l'école coloniale dans ce sens. Le deuxième argument, l'unité nationale. Donc on nous dit que le français aurait permis de maintenir la cohésion d'États, la cohésion des différents États africains, issus des frontières coloniales. Donc ce territoire où il y avait un chaos, on est arrivé, on a mis de l'ordre dans la langue française. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a permis à l'État de maintenir la cohésion dans ce désordre qu'il y avait avant. Ça, c'est le deuxième argument. Là encore, l'argument, de mon point de vue, mérite d'être nuancé. Pourquoi ça mérite d'être nuancé? Puisque l'unité politique dans les pays africains ne dépend pas uniquement d'une langue. L'Afrique a toujours existé, il y a toujours eu des sultanats au niveau du continent africain, des royaumes au niveau du continent africain, il y a eu disons une panoplie, si vous voulez, des structures politiques au niveau du continent africain avant l'arrivée de la colonisation, mais on a tendance à penser que l'État-nation, la création de l'État-nation, c'est ce qui a donné du sens à l'Afrique, au niveau, disons, politiquement parlant. Et dans ce sens, de nombreux pays multilingues au niveau du continent africain fonctionnent avec plusieurs langues. Il n'y a aucun problème, les langues ont toujours coexisté au niveau de l'Afrique. Et l'idée selon laquelle la diversité linguistique serait incompatible avec l'unité relève davantage d'un modèle européen centralisé, centralisé que d'une nécessité universelle. Ça veut dire quoi? Si vous voyez, c'est vrai qu'en Europe, il y a des pays qui ont plusieurs langues, et ils ont plusieurs langues officielles. Mais il y a des pays où avoir plusieurs langues, c'est des problèmes. Même au niveau de l'Espagne, on peut le voir. Ça, c'est aussi un cas d'école qu'on peut dire. Mais au niveau du continent africain, le multilinguisme au niveau du continent africain, ça n'a jamais été un problème. Donc ce deuxième argument, on doit le nuancer de mon point de vue. Et le troisième argument, ça parle de l'efficacité administrative. Donc la structure juridique, les archives et les institutions étaient déjà organisées en français.
Donc, changer de langue aurait représenté donc un coût logistique très important. Cet argument, disons, de mon point de vue, est plus ou moins le plus pragmatisme. Si on sous-entend la création de l'État à partir de la création de l'État-nation, quand les pays accèdent à l'indépendance. Mais il révèle aussi une dépendance structurelle de ces pays, dans le sens où les nouveaux États héritaient d'un appareil administratif conçu, disons, pour fonctionner dans les langues de l'ancienne puissance coloniale. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été volontairement fait de cette manière-là. En d'autres termes, la continuité linguistique au niveau du continent africain était moins un choix libre qu'une contrainte institutionnelle, si on veut comprendre aussi ce troisième argument. Donc, si l'on synthétise, ces trois arguments ne sont pas absurdes, on peut le dire de cette manière, mais ils ne sont pas neutres non plus de mon point de vue. Donc, ils traduisent une situation où la marge de manœuvre était complètement limitée par l'héritage colonial lui-même. Donc, on accède à l'indépendance, on vous dit on n'a pas le temps de changer tous les documents officiels, donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est continuer. On va continuer avec cette même langue. Donc, l'indépendance politique ne signifiait pas, disons, que l'infrastructure symbolique et administrative pouvait être réinventée du jour au lendemain. C'est ce qu'on a toujours dit. Et c'est précisément, disons, cette continuité contrainte qui nourrit cette idée, disons, de néocolonialisme linguistique. Quand on parle de néocolonialisme linguistique au niveau du continent africain, on fait référence à toutes ces situations, ces arguments. À chaque fois, il y a toujours un argument qui veut te dire que on ne peut pas revenir à ce que tu avais avant. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il y a un débat sur la restitution du patrimoine culturel africain. Pour que vous ayez une idée, 95% du patrimoine culturel africain se trouve hors du continent. Je répète, 95% du patrimoine culturel africain se trouve hors du continent africain. Et où est-ce que ça se trouve? Surprise, en Europe, dans les musées européens. Et vous savez quoi? Le débat actuellement parle de restituer ces biens culturels africains, puisque ça fait partie du patrimoine culturel africain. Et qu'est-ce que l'Europe dit? L'Europe dit que l'Afrique n'a pas de musée pour garder ce patrimoine. Et je me pose la question, quand ces patrimoines ont été volés, parce qu'ils ont été volés pendant la colonisation, et parfois de force, et avec du sang, quand ils ont été volés, est-ce qu'ils étaient dans les musées? Je me pose la question. Parce que ça, c'est un argument infantilisant, qu'on peut dire. Non, il y a aussi des arguments qui disent non, ils ne vont pas savoir prendre soin de ces biens-là. Donc c'est mieux qu'on les garde ici. Donc le voleur te dit que tu ne peux pas bien garder ta chose, donc il préfère la garder ici. Et écoutez, même au niveau de cela, il y a une injustice qui est claire. Parce qu'aucun Africain ne peut accéder à ce patrimoine culturel sans voyager en Europe. Et est-ce que les Africains peuvent voyager librement pour venir en Europe? Ça, c'est la grande question que je me pose. Donc, ça veut dire qu'on vole votre patrimoine, on le garde dans nos musées, et en même temps, on vous dit que c'est bien gardé ici. Et vous voulez venir le voir, parce qu'on se dit, bah, c'est accessible. Non, vous ne pouvez pas, parce qu'on ne vous donne pas des visas. Parce que l'immigration doit être contrôlée et choisie, comme le disait Nicolas Sarkozy. L'immigration doit être choisie et contrôlée. Et moi, je me pose la question, qui contrôle et choisit l'immigration qui va du nord vers le sud? Personne. Parce qu'une personne ici peut aller librement au Sénégal sans visa, mais pour qu'un Sénégalais vienne ici, c'est tout un problème. Donc vous voyez que c'est structurel tous ces sujets dont on est en train de parler. Il y a un musée à Bruxelles, je crois que c'est le musée de l'Afrique centrale si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce que le musée de l'Afrique centrale fait? Quand on parle de ce débat, disons, de la restitution des biens, le musée décide de fermer pendant 5 ans, je crois que c'était 5 ans, pour resignifier le musée. Donc on est conscient qu'on a volé. Les gens demandent de restituer le bien. On leur dit, écoutez, on va faire un inventaire, on va essayer de voir et tout. Ils ferment le musée pendant 5 ans. Et resignifier le musée, vous savez ce que ça veut dire?
Quand ils ont rouvert le musée, tu entres, la même pièce qui était là, le seul truc qui a changé, c'est que en bas, on met que cet objet a été volé dans tel pays, en telle année. Et ça va. Donc ça veut dire que j'ai volé, on m'a réclamé, j'ai dit, bah écoute, je vais donner un sens à ce truc. Maintenant, tout le monde qui paye pour entrer dans ce musée, je lui dis que j'ai volé, et c'est bien, et ça reste là. Et ça donne beaucoup d'argent aussi aux pays européens. Donc maintenant, quand on parle de ce sujet de la restitution des biens, il y a tout un débat, il faut que ça passe par le Conseil des ministres, il faut que ça passe par un décret. En France, il faut que ça passe par des décrets, je ne sais pas quoi. Alors que quand ils ont volé, ce n'était pas passé par des décrets. C'est des parenthèses que je mets comme ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, ça a à y voir avec le sujet, si vous voulez. Donc, on va continuer. Le terme néocolonialisme linguistique, si vous voulez, désigne une situation particulière. Donc, il ne s'agit plus d'une domination militaire directe, il s'agit du maintien d'une structure de pouvoir, disons, héritée de l'époque de la colonisation, mais qui est intégrée dans ce qu'on peut comprendre comme le fonctionnement normal des États indépendants au niveau du continent africain. Concrètement, cela signifie que le français reste la langue centrale des institutions, de l'administration, des universités, de la justice et de la diplomatie. Et les langues nationales continuent d'exister, mais elles n'ont pas le même poids, disons, le même poids symbolique au niveau de ces pays africains. Elles ne structurent pas l'accès au pouvoir. Je me souviens une fois, j'ai mis sur mon CV, là où on met les langues, j'ai mis les langues africaines que je parlais. Et un recruteur m'a dit que ça ne servait à rien. Que ça ne servait à rien, que je devais enlever ça dans mon CV. Évidemment, je ne l'ai pas enlevé. Mais c'est aussi une façon de montrer combien de fois, comme je disais tantôt, on ne considère pas, disons, toutes ces langues-là, mais simplement parce que c'est des langues qui sont des langues africaines. Il faut aussi qu'on le dise tel qu'elle est. Donc, le français devient ainsi, comme je disais, un passage obligé pour accéder aux élites politiques, économiques et intellectuelles. La domination n'est plus imposée de l'extérieur, elle est reproduite à l'intérieur même des sociétés postcoloniales, ce que Frantz Fanon appelait, comme je le disais tantôt, des noirs au masque blanc. Donc, et c'est ce caractère, disons, internalisé qui définit ce qu'on sous-entend, disons, par néocolonialisme linguistique. Donc, lorsqu'une langue perd son statut institutionnel, comme c'est le cas par exemple de plusieurs langues au niveau du continent africain, elle ne disparaît pas immédiatement, parce que c'est petit à petit. D'abord, elle recule progressivement au niveau de la société, elle cesse d'être utilisée à l'école, ensuite elle n'est plus la langue de l'écriture, puis elle devient exclusivement une langue domestique. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs langues au niveau du continent africain. Enfin, les jeunes générations ne le transmettent plus, le fossé dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans certains pays africains. C'est vrai que la dynamique est en train de changer, mais on le voit aussi, on voit aussi que ça persiste dans certains pays africains. Or, une langue n'est pas seulement un vocabulaire, on a tendance à le dire, elle contient une vision du monde, des catégories des pensées, des savoirs écologiques, et surtout au niveau du continent africain, et aussi des structures de narrative. Et selon l'UNESCO, à l'échelle mondiale, une langue disparaît en moyenne toutes les 2 semaines. Et je crois que c'est quand même important. Quand on est dans un monde où toutes les 2 semaines, il y a une langue qui disparaît, je crois que ça doit inquiéter, et dans ce sens, surtout au niveau du continent africain, puisque c'est un continent qui a une énorme diversité linguistique. Puisque quand une langue disparaît, ce n'est pas seulement un outil de communication qui s'éteint, c'est toute une mémoire collective, comme je le disais tantôt, qui s'envole. Donc, ici on a l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui a formulé une idée très brillante et radicale dans son livre Décoloniser l'esprit, que je vous recommande d'ailleurs. Il y a une version d'ailleurs en espagnol, c'est celle d'ailleurs que j'ai mis à l'affiche. Il dit que la colonisation
la plus profonde n'est pas la colonisation territoriale. La colonisation la plus profonde, c'est la colonisation mentale. Tout à l'heure, je vous parlais de comment je suis passé aussi par cette colonisation mentale, et une colonisation mentale dans laquelle il y a beaucoup de gens qui passent. Selon lui, lorsque l'éducation se fait exclusivement dans la langue du colonisateur, l'imaginaire se restructure autour de cette langue-là. Et c'est ce qui se passe avec le français. Donc, la référence culturelle, les normes littéraires, les modèles de réussite deviennent exogènes. Moi, je me souviens au Cameroun, pour le baccalauréat, il y a un livre, je crois que c'est Madame Bovary. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Madame Bovary, c'était le livre obligé que tout le monde devait lire au bac au Cameroun. Même en France, on ne lit plus Madame Bovary. Et je suis sûr que si ce n'est pas que vous étudiez la littérature classique ou je ne sais quoi, mais Madame Bovary, je ne sais pas si actuellement c'est ce qui est obligé au niveau du Cameroun, mais moi quand j'étais au Cameroun, c'était Madame Bovary. Et il y avait aussi une saison sèche et blanche ou un truc comme ça. C'était des livres qui étaient obligés pour que vous voyez que même des références culturelles, ma référence culturelle, c'était les auteurs comment on appelle, des Lumières. C'était les auteurs de l'époque des Lumières. Et alors que, quand tu approfondis un peu, tu vois que tous ces auteurs de l'époque des Lumières, c'était des gros racistes. Moi, j'ai lu après des œuvres de Victor Hugo, et tu te rends compte qu'il y avait des choses vraiment fortes qu'il disait. Et aujourd'hui, on l'écoute aussi parmi certains politiciens au niveau de l'Europe, parce que on ne doit pas oublier que la référence intellectuelle en Europe, c'est l'époque des Lumières, l'époque de l'Illustration. C'est l'époque des libertés, si vous voulez. Mais en même temps, on parle des libertés, il y avait des gens qui étaient enchaînés dans des Caraïbes et en Amérique latine. L'Europe avait des gens esclavagisés, mais en même temps, on nous parlait de l'époque des Lumières et des libertés, pour qu'on essaie aussi de voir. Et nous, on a grandi, même au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, c'était nos référents. Ces auteurs de l'époque des Lumières, pour qu'on essaie aussi de voir cela. Et cela ne signifie pas que, disons, parler français t'empêche de penser librement. Mais cela signifie que le cadre symbolique dominant reste lié à une histoire de domination. Et plus tu entends et tu comprends cela rapidement, je crois que plus tu peux te réconcilier d'une manière ou d'une autre avec le français. Moi, j'ai eu un moment où je voulais pas parler en français. Oui, j'ai eu ce moment où dans n'importe quel endroit où j'allais, surtout quand j'allais par exemple au Parlement européen où il y avait la possibilité de parler en plusieurs langues, je choisissais de parler en d'autres langues, mais je ne parlais jamais en français. Donc j'ai eu ce processus aussi, si vous voulez, de réconciliation, comme je le disais, avec cette langue-là, pour la voir comme ce qu'elle est. Oui, c'est ça. Donc, la question ici, elle devient sensible. Donc, on se pose la question de savoir, peut-on réellement décoloniser un État si la langue de son fonctionnement reste celle de l'ancienne puissance coloniale? C'est la question qu'on se pose, et actuellement, il y a beaucoup de pays africains qui se posent cette question. Et cette interrogation ne vise pas, disons, à condamner le français, je crois qu'il est important aussi de le dire, mais elle vise à interroger le rapport de pouvoir que le français véhicule au niveau de ces pays africains. Donc, il serait, de mon point de vue, intellectuellement malhonnête de présenter le français uniquement comme un instrument d'oppression. Et je crois que j'ai essayé de faire un équilibre, un exercice, si vous voulez, d'équilibre jusqu'ici, pour être le plus objectif possible, parce que je crois que c'est très important. Et aussi parce que l'histoire est complexe. Il faut qu'on comprenne que l'histoire est complexe. Il faut le dire aussi, je crois que le français est devenu aujourd'hui, disons, une langue de création africaine. Ça, c'est une réalité. De nombreux écrivains africains ont utilisé le français pour raconter leur propre réalité, et parfois pour critiquer, même frontalement, le français, pour critiquer la colonisation et ses héritages. Et ils l'ont fait en français. Donc, on voit que c'est devenu aussi une langue
disons, de création au niveau du continent africain. Le français permet également disons, une circulation internationale des idées, des œuvres et des chercheurs. Et il facilite aussi l'accès à certains marchés économiques et universitaires. Donc, pour beaucoup, il représente une opportunité, disons, de mobilité sociale réelle. Et c'est important aussi de le souligner. Donc, nous sommes là face à un paradoxe. Une langue imposée peut être réappropriée. Et on voit que ça peut. Une langue imposée peut être réappropriée. Dans le cas du continent africain, on l'a vu. Un outil de domination peut devenir un outil d'expression, comme on le voit aussi. Mais il ne faut pas oublier que cette réappropriation ne supprime pas automatiquement les inégalités structurelles liées à son histoire. Et c'est toujours ce qu'on doit se souvenir quand on parle de ça. Et c'est justement, disons, cette tension permanente qui rend ce débat complexe à chaque fois qu'il faut parler de ce sujet. Donc, la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut supprimer le français, parce que cette formulation serait, de mon point de vue, très simpliste et irréaliste. La véritable question qu'on doit se poser est comment redistribuer le pouvoir symbolique entre les langues au niveau du continent africain. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pistes qui existent. Par exemple, le multilinguisme institutionnel, ça permettrait par exemple de reconnaître officiellement plusieurs langues nationales au niveau de l'Afrique. L'éducation bilingue ou trilingue pourrait aussi renforcer, disons, la maîtrise des langues locales tout en conservant, disons, l'accès au français. Et la production académique en langue africaine permettrait aussi de revaloriser, disons, des savoirs endogènes. Et il y en a énormément au niveau du continent africain. Donc ici, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'exclure le français. Mais il s'agit d'empêcher que le français demeure l'unique clé d'accès au pouvoir au niveau des pays africains. Si nous devons conclure, là on est en train de finir. Si nous devons conclure, disons, on peut retenir 3 idées qui sont celles-ci. Premièrement, le français en Afrique n'est pas neutre historiquement. Ça, je crois que c'est la première des choses qu'on doit avoir dans la tête quand on parle des langues coloniales. Là, on est en train de parler du français. Ce n'est pas une langue neutre. Ce ne sont pas des langues neutres, surtout dans les territoires où elles s'implantent. Deuxièmement, le français continue de structurer les hiérarchies sociales au niveau des pays africains, notamment par l'accès, disons, différencié à l'éducation et aux institutions. Ça, on le voit aussi. Et troisièmement, l'enjeu n'est pas le rejet du français, mais la transformation de la vision qu'on a du français. Aussi la transformation du français et chercher aussi un équilibre au niveau du continent africain. Donc, pour conclure, je dirais que l'avenir linguistique africain dépendra de la capacité des États à construire un pluralisme réel au niveau des langues, où les langues nationales ne seront plus confinées, comme c'est le cas actuellement, aux sphères privées. Et ne pas oublier surtout qu'une langue n'est jamais seulement un outil de communication. Important de le souligner. Et une langue, évidemment, elle est un espace de pouvoir. On doit toujours la voir comme un espace de pouvoir, un espace de mémoire et un espace aussi d'imaginaire collectif. Parce que je dis, l'une des fiertés au niveau du continent africain, c'est la préservation des langues qui sont parlées au niveau du continent africain. Parce que c'est à partir de là qu'on comprend même l'arbre généalogique de beaucoup de gens au niveau des pays. Au Mali, il y a des gens qu'on appelle, en Afrique de l'Ouest généralement, on les appelle des griots. Et les griots, ce sont eux qui conservent l'histoire. Et à travers les langues, ils transmettent. Moi, parfois, quand je dois dire quelque chose en ma langue, si je dois la traduire en français, parfois, ou ça n'a pas de sens, ou je dois faire un effort pour que les gens le comprennent. Et maintenant, ce que je fais, c'est que quand je dis quelque chose, si je vois que ça n'a pas de sens de le traduire en langue coloniale, je le laisse comme ça. Les gens peuvent chercher la traduction, ou je peux essayer d'expliquer. Mais je crois que parfois, ça dénature aussi. Parce que pour nous, c'est un effort. Moi, je le dis toujours, c'est vrai que moi, je me suis formé en français. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues.
Mais pour nous, c'est tout le temps être en train de faire des efforts, de traduire, de penser. Penser en d'autres langues, c'est compliqué. Pour les linguistes, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, pour conclure, je dirais que la question n'est donc pas simplement linguistique, dans ce sens, comme vous avez pu le voir. La question est profondément politique, surtout au niveau des langues et dans ce cas du français au niveau du continent africain. Je vous remercie.